La force qu'on a, c'est qu'on est capable de créer des identités uniques. Chaque club, on leur crée vraiment leur identité. C'est pas juste on prend le logo, on le colle sur un produit et zou. Le gant de boxe ou le gant de MMA, c'est un peu comme une chaussure de running. Si tu prends une chaussure de running à 10 €, tu vas aller courir une fois, tu auras mal au genou, tu vas pas te sentir bien, tu n'auras pas envie de courir. C'est très 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 compliqué de faire des produits de petite quantité avec une qualité qui tient vraiment le coup. Bonjour et bienvenue dans Investir le Ring, le podcast qui explore les enjeux business des sports de combat. Je suis Franck, passionné d'arts martiaux. Et dans chaque épisode, je pars à la rencontre des acteurs qui font vivre la discipline. Combattants, dirigeants de salle, sponsors, coachs. Ensemble, on décrypte les parcours et les coulisses du milieu. Allez, place à l'épisode. Salut Franck. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Super. Franck, je te reçois parce que tu es le fondateur de Bartac. C'est une entreprise dans le secteur de l'habillement et de l'équipement dans les sports de combat. C'est ça. Toi, tu as travaillé pendant plus de 10 ans chez Venom, Ouais. qui est une marque de référence dans les sports de combat, pionnière, partenaire de l'UFC. Aujourd'hui, l'idée, c'est de comprendre comment on peut capitaliser sur une carrière de salarié à haut niveau, puisque tu as terminé comme directeur de la création C'est ça. là-bas. Et ensuite, tu as créé ta propre entreprise, Bartac, plus récemment. Mais tout d'abord, Franck, est-ce que tu peux te présenter ? Ok, bah écoute, merci à toi pour me recevoir, c'est assez cool. Alors, Franck Wallace, du coup, je suis le fondateur de Bartac, qui est une marque de sport de combat spécialisée dans le MMA, et également aussi une agence sur le côté, mais ça on reviendra dessus, et l'ancien directeur de la création de la marque Venom, donc chez qui j'ai fait presque 13 ans au final. Voilà, donc du coup, l'aspect créatif, et chez Venom, j'ai beaucoup évolué. À la base, je suis rentré en alternance, passé pas mal d'étapes, développement, design produit, etc., jusqu'à gérer les équipes. Voilà. Je te propose qu'on revienne pour commencer sur cette expérience chez Venom. Toi, tu faisais des études dans ce secteur-là ? Alors, Design, création ? oui et non. En fait, moi, mon parcours scolaire est un peu chaotique. À la base, je voulais vraiment essayer de trouver des études plutôt dans le développement web. C'était quelque chose que j'aimais bien. Et j'avais toujours cette appétence pour tout l'aspect créatif, Photoshop. Voilà, c'était surtout Photoshop à l'époque. On faisait des logos pour des amis. Et du coup, en fait, pas réussi à trouver vraiment ce qu'il fallait dans le développement web. Et j'ai développé. Je suis parti en fait dans une dans une école de formation. Tu vois, les formations d'infographie. Ouais. Et du coup, suite à ça, en fait, j'ai trouvé une alternance chez Dragon Bleu. Et Dragon Bleu, en fait, je savais pas que c'était Venom au démarrage. Donc, du coup, j'ai démarré là-dessus. Vraiment un petit coup de chance avec des expériences surtout sur Photoshop. Vu que j'avais démarré Photoshop, j'avais 13 ans. Donc, du coup, j'étais assez bon sur Photoshop, et c'est ce qui m'a permis, de rentrer un petit peu dans l'aspect graphique et de développer cet aspect-là. Donc Dragon Bleu, je précise, c'est une marketplace Ouais, c'est un revendeur. Ouais, c'est un revendeur multimarque. C'est de eux sport qui de ont combat. créé Venom. Mais oui, à la base, c'est revente de plusieurs marques. Tu retrouves un petit peu de tout sur le marché. Donc, faut se dire, quand on est au début des années 2010 ou même un peu avant, quand on veut s'acheter des gants de boxe ou des fringues un peu sympas, on va sur Ouais, clairement. dragonbleu.fr. Ouais, clairement, ils avaient vraiment tout ce qu'il fallait pour s'équiper, même sur du traditionnel, sur le MMA quand c'est arrivé, c'était eux qui avaient les dernières nouveautés, toutes les marques qu'il fallait. Donc, tu rentres chez Venom en 2010 en alternance. Et là, tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe, tes premières missions. Ouais, alors à la base, moi, je suis rentré en alternance graphisme pur. Donc le but, c'était d'épauler le designer en place sur tout ce qui était aspect graphique, donc les bannières, les catalogues, les mailings, enfin voilà, tout ce qui va sur la communication, sachant qu'à l'époque, forcément, les réseaux, ils n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. Mais voilà, il fallait créer du contenu, il fallait créer éventuellement des flyers, toutes les bannières pour mettre sur le site quand il y avait une nouveauté. Il fallait également mettre en place tout l'aspect visuel photo, donc les petites retouches des produits, etc. Et donc c'est comme ça que je suis rentré, un pur hasard, pour être franc. Mais dès que je suis arrivé, voilà, j'ai vu l'univers du sport de combat que je connaissais un petit peu, que j'ai vraiment apprécié. Et donc voilà, sur place, j'ai fait un test. C'était à la base, ça devait être un test qui devait durer 3 jours. Au final, il a duré 3 heures, et puis on a pu avancer ensemble. Et c'est comme ça, voilà, que je suis rentré chez Dragon Bleu. Donc toi, tu avais une petite expérience des sports de combat avant ? Pas du tout, non. En fait, c'est mon frère qui m'a introduit un peu au sport de combat. Il était fan un petit peu de tout ce qui était UFC. Et c'est quelque chose que je regardais, mais c'était pas forcément
quelque chose que je pratiquais ou quoi que ce soit. C'est juste, voilà, j'aimais beaucoup l'aspect visuel, notamment avec tout ce qui était UFC, c'était la folie. Parce que là, on est au début des années 2010, Ouais, c'est ça. donc Fin l'UFC 2010 pour moi, ouais. fin 2010. Ouais. Donc là, les sports de combat, enfin en tout cas l'UFC, c'est assez confidentiel en France à cette Ça époque-là. commence, ouais, pour regarder l'UFC à l'époque, c'était pas facile parce que de mémoire, je crois que ça passait que sur RMC à 22 ou 23h. Voilà, c'était vraiment «niché» entre guillemets, sur cet aspect-là et effectivement, ouais, c'était beaucoup plus difficile de regarder l'UFC. C'est pas, comme aujourd'hui où tu en as partout sur les réseaux ou quoi que ce soit, clairement. Et pourtant, tu te dis quand même que ça a du potentiel? Parce que en 2010, il me semble pas que les sports de combat étaient spécialement à la mode quand même. Non, c'était pas forcément enfin, c'était pas la mode, clairement. C'est vraiment que des connaisseurs qui étaient dans le milieu. Mais l'aspect graphique du sport était déjà bien implanté. Il y avait vraiment pas mal de choses, dont Venom qui faisait des super shorts. Et effectivement, moi, ça m'a appelé sur l'aspect graphique surtout, au-delà même du sport en soi. Voilà, je découvrais, hein, j'avais, 21 ans. Donc moi, j'arrivais vraiment tout frais sur le marché. Je me suis dit: «Voilà, l'aspect il est cool, les produits sont cool. OK, on va tester» et puis voilà, ça a bien fité. Donc et ensuite tu montes petit à petit, les étapes? C'est ça, Tu donc prends du du galon? coup, démarrage vraiment pur graphisme et puis après suite à ça, j'ai commencé, donc au fur et à mesure, de l'avancée, hein, chez Venom, j'ai commencé à designer des produits. Arrivé un moment, on a commencé à monter l'équipe, parce qu'il fallait rajouter des graphistes, il fallait rajouter des personnes pour gérer la photo des produits aussi, parce qu'on avait de plus en plus de volume, ne serait-ce que sur Dragon Bleu, on avait de plus en plus de volume à arriver. Et puis derrière, on a commencé donc à développer les produits avec, les usines et au fur et à mesure, voilà, j'ai monté l'équipe. Donc à la fin, on avait alors je me rappelle plus du nombre de personnes, mais on avait 4 ou 5 graphistes, on avait 2 personnes à la photo. Il y avait sur Hong Kong une équipe aussi qui aidait sur la partie développement web et voilà, tout chapeauter un petit peu tout ça, au quotidien. Donc tu deviens assez vite manager. Ouais, clairement, ouais. Donc de ce que tu dis, j'ai l'impression que l'entreprise, elle fonctionne bien. Enfin, elle monte Ouais, en ouais, puissance, clairement. en chiffre d'affaires. Est-ce qu'il y a des campagnes, qui t'ont particulièrement marqué? Je sais que, Venom, fait des collaborations, par exemple, avec des athlètes. Ouais, avec les athlètes. Au démarrage, c'était beaucoup d'athlètes. Récemment, enfin, quand je dis récemment, c'est quelques années maintenant, parce que le temps passe très vite. Plus avec d'autres entités comme Abarth, et cetera, ce genre de choses. Assassin's Creed, là, ils ont fait Tekken, je crois, de mémoire. Donc ouais, effectivement, il y a eu pas mal de collabs, surtout pour les athlètes. Et à l'époque, c'était pour moi le meilleur de l'UFC, c'est que chaque athlète avait un petit peu son short personnalisé. Il y avait beaucoup moins de limites créatives. Fallait quand même faire attention à ce qu'on faisait normal, mais voilà, il y avait les placements, les logos, les sponsors. Quand on faisait un design, il fallait faire en sorte de réfléchir aussi éventuellement aux sponsors de l'athlète, comment ça allait s'intégrer dedans, histoire que ça vienne pas casser le design. Enfin voilà, il y avait pas mal de challenges, mais visuellement, c'était vraiment très, très bon. Rentrons un peu dans le détail. Comment on design un bon short ou une bonne paire de gants ou un bon t-shirt? C C'est quoi tes inspirations? De quoi tu pars quand tu as envie de faire, un nouveau produit? ah, c'est une bonne question. Je t'avoue, ça se passe beaucoup dans ma tête. J'ai beaucoup d'images qui passent, d'essais et cetera. Moi, j'ai mon style. Donc du coup, j'applique un petit peu en fonction de la marque et surtout par rapport au marché. Où est-ce qu'on veut aller placer en fonction de là où on veut mettre le produit. C'est sûr que si on veut mettre un produit dans un secteur haut de gamme, on va éviter les têtes de mort ou ce genre de trucs ultra graphiques. Si on veut vraiment plus un côté puriste, early adopters MMA, on va dire, là, on va faire des designs un peu plus graphiques. Tout va dépendre un peu du projet et du contexte du produit. Un produit qui a vocation de rester à l'année, on va faire quelque chose plus orienté marque, branding, qu'un produit qui va être en collection, on va faire un truc un peu plus illustration, voilà. Après, il y avait pas mal de thèmes, animaux, gorilles, spartiates, enfin voilà, ce genre de choses. Et ça, c'est des choses qui sont, formalisées ou c'est plus de la discussion, C'est de la créa, non, c'est de la ouais. discussion. On avait pas mal en interne, on discutait, on testait des idées, on explorait. Voilà, il y a beaucoup de R&D. Ça passe vraiment par beaucoup de R&D. On teste des choses, des fois on envoie, on a passé peut-être 2 jours à travailler sur quelque chose, ça passe pas du tout. Voilà. Quand tu Mmh. dis que ça passe pas du tout, c'est qu'est-ce qui Bah, en fait, quand tu es créatif, tu plonges dans un projet, mais tu prends pas forcément le recul. Donc forcément, à un moment, tu vas me présenter à des gens qui ont un recul complet, sur le projet et des fois, ça passe d'un point de vue style, et des fois, ça passe pas du tout dans le sens où
tu as fait un petit peu un hors-sujet, quoi. C'est assez rare, mais ça peut arriver que tu fasses un hors-sujet sur, sur des choses. Des fois, tu proposes, bon, le thème, il est pas forcément très sympa ou l'exécution n'est pas très, très bonne, mais globalement Et comment tu le testes? Tu montres, le produit à ton boss, à des gens, dans des ouais, ouais, c'est en clubs? interne, ouais. Bah, le boss validait tout. Donc on forcément et ça passait par lui. On testait des choses, on discutait aussi sur des collections. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Quel thème on voulait essayer d'aborder? Quelles, voilà, quelles sont les options qu'on pouvait mettre en avant? Et ouais, ça se passe en interne. Ça se passe en interne, beaucoup de réflexions et arrivé un moment où ça plaît assez, on se dit: «Bon là, ça a du potentiel de vendre». Quand tu dis que tu raisonnes par collection, entre 2010 et 2023, tu as vu le design évoluer? Est-ce qu'il y a eu des grandes tendances qui se sont, développées, plus premium par exemple? Ou au contraire, plus graphiques? Pas non, pas tant que ça en fait, le produit a beaucoup changé. Le produit s'est amélioré, clairement dans la qualité, les finitions, les techniques d'impression, voilà, toute la techno qui est autour du produit. Mais graphiquement, les sports de combat, ils aiment enfin surtout le MMA, ils aiment beaucoup les choses qui sont quand même assez graphiques. Tout va dépendre de la marque, hein. Il y a certaines marques qui ont un style très sobre et très pur et ils arrivent très bien à s'en sortir. Mais globalement, généralement, le milieu aime beaucoup tout ce qui est graphique, quoi. Bah, j'ai l'impression que Venom, contrairement à d'autres marques, est moins une marque, typographique. Dans le sens où, alors peut-être que je me trompe, il y a des marques qui vont mettre leur logo ou quasiment que leur logo, tandis que Venom, ça peut partir, dans tous les sens. Oui. Assez coloré d'ailleurs. C'est ouais, c'est assez riche graphiquement. La force de Venom aussi, c'est son logo. Son logo, plaît énormément. Il est On bien. comprend tout de suite en fait. On sait où on met les pieds et c'est très graphique. Donc, il y a beaucoup de possibilités avec le logo, hein. On a pu faire beaucoup de choses sur pas mal de thèmes différents et ça, c'est une des forces. Après voilà, Venom a un style très graphique, très visuel et c'est ce qui a fait la différence, d'ailleurs à l'époque, hein. Je reviens sur, les collections avec les athlètes. Tu disais tu avais certaines contraintes, comme par exemple de pas, de mettre, tel ou enfin tel logo, des sponsors et cetera. Ouais. Toi, comment tu naviguais, là-dedans? Est-ce que, en tant que créatif, tu vois ça comme, une contrainte qui te bride ou, un terrain pour, essayer des nouvelles choses Plutôt et ça, ouais. plutôt C'est t'adapter, plutôt un challenge, à chaque fois, mais ça se passe sur n'importe quel type de produit, en fait. Tu prennes un gant de boxe, par exemple, quand tu vas faire ton design, tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Il faut que tu fasses en fonction des empiècements matière, en fonction de la forme du gant, en fonction de l'esprit du gant. Si tu veux faire un gant qui est, plutôt fin pour, rentrer dans la garde plus facilement, tu vas éviter de mettre un gros design, un peu «gras» entre guillemets dessus, qui est trop bulk. Voilà, tu joues avec ces challenges-là, mais sur la partie combattant, globalement, on essaie de faire quelque chose de graphique qui colle à l'image du combattant. Par exemple, quand on avait fait un short pour Lyoto Machida, on avait fait un côté Japon, côté Brésil sur le même short pour ses origines et voilà, on joue vraiment enfin, on jouait à l'époque, on pouvait un peu plus de liberté, jouer dessus, quoi. et là, il y a moins de liberté actuellement? Alors moi, quand j'y étais, il y en avait Ouais. pas parce qu'avec l'UFC, c'était, un deal complet avec un équipement, unique pour tout le monde. Mais sur la fin, enfin, j'ai vu qu'ils avaient lancé des shorts, personnalisés pour les combattants. Pas tous les combattants, certains, et pour essayer de ramener un petit peu cet esprit qu'il y avait à l'époque de chaque short un peu unique sur un événement, sur cette chose-là. Hem, on parlait des habits, mais il y a également les équipements. Ouais. Ça, c'est quelque chose que tu apprends un peu sur le terrain, à faire des gants de boxe parce que, comme tu disais, il y a plusieurs, pièces dans le gant. Il y a les protèges tibias, les protèges coudes, même les casques, hein, si on a envie d'aller jusque-là. Ouais. Heu, Clairement, t'apprends beaucoup des combattants. Hem, i Les combattants, en fait, ils ont des visions assez spéciales. Les combattants professionnels, j'ai remarqué qu'ils prêtent beaucoup d'attention à leurs équipements, mais pour eux, un gant de boxe, ça reste un gant de boxe. Ils s'en servent tellement, ils l'usent tellement qu'ils vont pas avoir la même sensation qu'un loisir. Un loisir, quand il va mettre sa main, se sentir bien, c'est ultra important. Le combattant pro, il a un objectif de performance derrière, donc il va faire quelque chose de différent. Voilà, tu prends des gants, tu vas les disséquer, tu vas voir un petit peu comment c'est construit, tu vas essayer de comprendre l'intérêt du gant. Par exemple, de mémoire, les Everlast, c'était du crin de cheval qu'il y avait dedans. Donc, tu essaies de comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça a comme intérêt. Voilà, tu joues dessus et ouais, tu apprends un petit peu sur le tas, enfin pour ma part en tout cas, j'ai appris sur le tas, hein. et toi, tu fais la partie design et la partie, matière également? Tout. En fait, nous ce qu'on faisait,
on partait d'une idée à 0 et on construisait tout. Choix des matières, si on prend un gant de boxe par exemple, on va chercher le matière extérieure, on va rechercher un petit peu ce qu'on va mettre à l'intérieur. On va toutes les finitions. Voilà, est-ce qu'on met un piping de cette couleur? Est-ce qu'on fait ce genre de choses? Le design qu'on va appliquer dessus, les techniques d'impression qu'on va mettre dessus, il y a un petit peu tout dessus. C'est très étonnant poussé. pour le crin de cheval parce que c'est ce qu'on retrouve aussi dans les costumes, Ouais, dans les costards. Donc bon, on voit que pour la tenue, ça a son importance. Sur Venom, tu vas également travailler à Las Vegas. c'est ça, la dernière année. Tu peux nous raconter Comment pourquoi ça Las arrivait, ouais. Vegas? Bah, du coup, c'était un projet intrapreneurial que j'avais. Hem, Intrapreneuriat? un petit peu, ouais, donc l'idée, on avait l'équipe à Hong Kong qui développait des produits, on avait l'équipe en France qui était bien en place, qui est le QG, qui créait toute la partie collection mondiale et j'avais pour projet justement d'aller aux États-Unis et de créer une sorte de cercle qui s'arrête entre guillemets jamais où, quand l'un s'arrête, bah, il y a l'autre qui prend le relais et ça crée tout le temps. Ça peut ramener beaucoup de débit, beaucoup de créativité et un sang enfin pas un sang, une vision différente, pardon, parce que les États-Unis réfléchissent pas de la même manière que sur Hong Kong, ils réfléchissent pas de la même manière qu'en France et donc du coup, ça vient, voilà, enrichir toute cette partie-là et avec le deal de l'UFC, ça avait du sens. Comme ça me permettait de pouvoir gérer sur place avec l'UFC toutes les contraintes qu'on avait. L'UFC, c'est quelque chose de très complexe. Faut savoir qu'ils personnalisent quasiment tous les shorts pour les combattants. Si le combattant, il veut une fente de 18 centimètres, ils vont le faire sur mesure. Si le prochain, il veut de 20 centimètres, ils vont le faire sur mesure, adapter la taille. Voilà, ils ont des couturiers sur place qui adaptent les produits et du coup, pareil sur la personnalisation des noms d'athlètes, bah, c'est super difficile de intégrer ça dans le design, sachant que si tu as un athlète comme, qui a 2 lettres dans son nom de famille versus un athlète qui en a peut-être 20 ou 25, il faut adapter les typos, il faut adapter tout cet aspect-là, la largeur et cetera. Donc il y a beaucoup de contraintes à ce niveau-là et l'idée, c'était de pouvoir renforcer le partenariat avec l'UFC, de dire: «Voilà, sur place, on est là avec vous, on va pouvoir vous s'assister, toutes les demandes graphiques, la créativité et surtout s'inspirer du marché américain». Et chez l'UFC, son interlocuteur, chez eux, c'était, le directeur, C'était ceux qui géraient cette partie-là, toute la ouais. partie sponsoring, enfin pas sponsoring, mais tous les produits pour les athlètes et ouais, j'étais en direct avec eux dans Et au c'était quotidien. dur de bosser avec eux ou c'est des gens, Non, non, globalement, ça se passe d'accord. assez bien. Il y a pas trop de complexité. La difficulté, c'est d'avoir un certain volume, mais en soi, non, ils savent un petit peu ce qu'ils veulent. Le plus dur, c'est les athlètes parce il faut gérer avec beaucoup de choses. Il faut gérer avec les morphologies. Chaque athlète a sa morphologie. Il faut gérer aussi, éventuellement avec des superstitions, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Des superstitions? Oui, tout bête, par exemple, sur les pantalons, il y a certains athlètes qui retirent les chaussures en dernier. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils puissent retirer le pantalon, mais garder les chaussures. Donc il fallait qu'on mette une fente en bas pour créer un petit peu d'ouverture. Pareil pour les vestes, on avait dû mettre des zips sur les vestes parce que quand l'athlète, il arrive dans la cage, il vient avec sa veste, il faut qu'il puisse retirer sa veste, mais il a les gants. Donc il fallait qu'on crée une façon de pouvoir ouvrir aussi la veste, et de laisser passer les gants. Toutes ces petites contraintes-là qui se voient pas forcément, à la télé, mais qui sont présentes et qu'il faut faire attention. Et quand tu imagines, tous ces équipements et ces habits, tu te représentes le combattant quand il va faire son entrée? C'est ça. D'accord, donc tu as cette image mentale? Ouais. Clairement, tu regardes un petit peu comment il va se préparer dans son locker, comment il va s'échauffer. Tu vas également truc tout bête, hein, mais il faut penser sur le design à la télévision parce que c'est retransmis. Donc, il faut être sûr que le design n'aille pas vibrer à la télé, éviter les combinaisons de couleurs. Par exemple, un bleu-rouge, ça va vibrer, c'est pas terrible à la télé, ça va pas rendre bien. Donc, toutes ces petites contraintes-là qu'il faut que tu intègres dans ton design et dans ta création de produits. Et voilà, il faut des matières résistantes, il faut une coupe confortable qui s'adapte à beaucoup de types de gabarits parce que tu vas équiper l'athlète, mais tu vas équiper ses coachs. Et on n'est pas du tout sur le même type de physique entre l'athlète qui s'entraîne tous les jours et le coach qui est plus tranquille. On va pas fitter de la même manière le chose. Donc il faut trouver un bel hybride entre les 2. Mmh, pas simple. Non, pas facile. Tu bosses donc pendant une dizaine d'années, chez Vedom Ouais. et ensuite, tu as envie de te mettre, à ton compte C'est ça, avec exactement, Martech? là Ça vient d'où un peu c'est quoi le cette, déjà on peut se dire, le mec a un super poste, enfin c'est une référence dans son domaine. Pourquoi toi tu as envie de te lancer? Tu as cette flamme entrepreneuriale, intérieure? ouais, c'est ça. En Peut-être fait l'impression après 10 ans dans une boîte, on peut se dire qu'on a un peu fait le tour aussi, même si c'est très bien, hein, ouais, ça clairement, en empêche pas, fait, hein. moi j'avais déjà j'ai ce besoin d'apprendre au quotidien, d'évoluer. C'est vrai que j'avais fait un peu le tour à ce niveau-là. Vegas, c'était un projet pour moi pour justement essayer de créer du renouveau à ce niveau-là.
Et puis, bah, ouais, ça fait vraiment très, très longtemps que j'avais envie d'entreprendre quelque chose. On a toujours un petit peu cette peur qui nous freine, de se lancer et au bout d'un moment, je me suis dit: «Bon allez». J'avais le choix, soit à un moment, il fallait que je rentre en France, soit je rentrais en France et je faisais exactement la même chose, soit je prenais ce risque de lancer quelque chose de différent et du coup, je me suis dit: «Bon allez, on va tout risquer et je préfère le faire, tester, voir si ça marche. Si ça marche pas, c'est pas grave, au moins j'aurai pas de regrets, quoi». Et tu te lances, à blanc ou tu as déjà des gens qui t'ont contacté pour Non, non, j'ai fait le saut de l'ange. Il y avait ah rien ouais, du tout. vraiment? Ouais, ouais, j'avais rien du tout, aucune aide, rien. J'ai vraiment fait le saut de l'ange. J'ai Tu poses pas ta DEM? Ouais, voilà, je suis parti, 3 mois de préavis et puis après voilà, j'ai pas fait en parallèle parce que par respect pour moi, c'était important de pas, de pas prendre enfin voilà, tu sais, généralement dans les 3 mois de préavis, il y en a, ils tentent, commencent à faire des choses. Non, moi je suis resté, dans mon Carré. coin. J'ai préféré, voilà, être carré là-dessus et non, ouais, je me suis lancé, je savais pas trop où j'allais. À la base, surtout que moi, quand j'ai lancé Bartak, c'est une agence à l'origine. J'avais pas du tout pour projet les sports de combat. Je voulais créer des vêtements, autres, donc lifestyle, peu importe, même du technique, mais hors, MMA, peut-être, sur des sports de montagne, ce genre de choses et c'est comme ça que j'ai lancé Bartak, en fait. C'était vraiment l'agence à l'origine et après c'est devenu une marque. Et avant de quitter, ton entreprise, tu as réfléchi à plusieurs projets qui te feraient envie? Là, tu me parles d'une agence, mais est-ce que tu avais d'autres choses, en tête, Non, vraiment, éventuellement? c'était l'agence, le chez Venom, en fait, le point négatif que j'avais, c'est que j'étais au contact de personne. J'étais derrière «l'ordi» entre guillemets. On avait notre équipe bien sûr en interne, mais je voyais pas grand monde en externe et c'est vrai que c'est quelque chose au bout d'un moment qui me manquait. J'avais besoin, voilà, de m'enrichir des autres et les meilleures idées, elles arrivent toujours avec les autres. On a vraiment, voilà, quand on envoie un design et qu'il y a des retours et là on se dit: «Ah, vraiment le retour il est pertinent, ça fait plaisir». Bah, c'est comme ça que je voulais vraiment monter le truc. Donc l'agence pour moi ça avait du sens. Il y a beaucoup de marques qui veulent se lancer sur le textile, qui savent pas faire, qui sont déjà bien implantées et donc je me suis dit: «Bah, voilà, autant les aider, essayer d'arriver chez eux et de faire le point de connexion entre le textile». Alors soit s'ils font déjà du textile en amont, ils veulent s'améliorer et là je viens les aider à passer une étape au-dessus, soit ils en font pas du tout, ils veulent lancer une gamme textile et là je viens les aider à mettre ça en place. Donc pour qu'on comprenne bien, une agence, c'est, une entreprise où un client va venir la voir en disant, «Bonjour Franck, je sais pas, j'ai un club de tennis, Ouais, j'ai envie de faire des fringues pour mes adhérents». ouais, Et ouais, c'est toi, ça, tu vas, créer ces fringues, trouver les fournisseurs et c'est ça. l'envoyer au club de C'est tennis? ça, sauf que sur l'agence, il y a des minimums de volume. En fait, la difficulté aujourd'hui, c'est de faire de la qualité sur du petit volume et tu verras, on en reviendra un petit peu après sur l'offre club. Aujourd'hui, l'agence, moi, je la limite à un certain volume. Il faut qu'il y ait un minimum de volume, donc généralement, c'est des sociétés qui sont déjà en place. C'est pas forcément des créations, c'est pas des petits clubs. Ça va être plutôt des gens qui sont déjà en place sur certains domaines. Et là, effectivement, ils viennent me voir. On voudrait faire du textile. Aujourd'hui, on fait ce type de produit-là. Comment on peut faire? Et donc moi, je vais réfléchir un petit peu le type de produit qui serait intéressant pour eux, le type de matière, le type de coupe, quelle histoire on va pouvoir raconter, là-dessus. Et nous, on intervient pas forcément juste en prestat, fournisseur. On va venir aussi sur cette matière, à réfléchir, quoi. Enfin, Oui, ils ont viennent te voir pour la stratégie du produit. exactement. On Pour, va on va faire quelque chose de global. ils ont des idées, mais toi, tu vas les aider à les mettre en œuvre, concrètement. Donc, je sais pas, C'est vous ça. voulez, heu, mettre en avant des valeurs de dépassement de soi, d'adversité, d'entraide. On va réfléchir pour faire un produit qui vous ressemble. Exactement. C'est exactement ça. L'agence, vraiment, je l'ai créée pour ce projet-là à l'origine. Ça, c'est ce qu'on appelle la marque blanche. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on va voir Bartak sur les habits. C'est ça. Toi, tu es un J'existe pas. fantôme Exactement. qui fait le job. Je suis un peu tu peux presque me considérer comme une usine plus plus, à savoir, je vais pas te faire que la production, mais je vais te faire ton projet de A à Z. Au lieu d'avoir 3 prestats, tu en as 1. Donc tu disais que tu t'étais lancé, sans filet. Ouais. Tu trouves comment tes 1ers clients? C'est Hem, toi qui vas les LinkedIn, chercher? ouais, LinkedIn, ça, c'est une plateforme, qui est quand même assez bonne. Hem, des gens qui m'ont contacté, qui ont entendu que j'étais parti, qui m'ont recontacté quelques mois plus tard, à travers, quelqu'un à qui j'ai discuté ou quoi que ce soit. Donc du bouche à oreille. Ça marche très bien et voilà. Après c'est principalement les canaux d'acquisition que j'ai mis en place. Et alors qui sont les 1ers clients
que tu as Alors sur moi cette sur les marque? clients, je communique pas forcément. Il y en a un par contre que je peux communiquer puisque de toute façon c'est public. Le dernier qu'on a fait récemment, c'est Nutrimuscle. Donc Nutrimuscle est leader dans la nutrition, chez qui on a fait toute la partie textile, produit au Portugal sur des cotons bio avec une vraie histoire, une vraie qualité derrière et qui marche très, très bien. Et ça, c'était en marque blanche? Ça, marque blanche, En oui. marque blanche. Bartak n'est pas sur le produit, n'existe pas pour le client final. Je comprends que tu fais plusieurs clients en marque, blanche et ensuite on vient te voir pour ta marque propre. Alors ouais, en fait, Ça, c'est le deuxième aspect de, c'est ça. Donc la marque à la base, j'avais pas du tout pour objectif de la lancer. C'était pas quelque chose qui était dans ma tête. C'est mon frère qui est venu me voir avec une demande de club en me disant: «Voilà, on aimerait bien faire des tenues pour le club. Est-ce qu'il y a possibilité de faire, un une club de? un club de sport de combat?» Voilà, il faisait du pied-point et aujourd'hui, c'est très facile de faire des produits à petite quantité, mais de qualité médiocre. Par contre, c'est très, très, très compliqué de faire des produits de petite quantité avec une qualité, qui tient vraiment le coup et je me suis dit: «Bon, est-ce que j'arriverai à mettre une offre en place comme ça qui pourrait être intéressante?» Donc j'ai recherché, j'ai creusé un petit peu la R&D, fait des tests à droite, à gauche et au final, j'ai réussi à trouver des bons partenaires pour pouvoir faire ce genre de produit et on a réussi à créer une offre justement à partir de 30 pièces qui est dédiée pour les clubs, dont le logo Bartak sera présent et qui t'offre une qualité, exceptionnelle. Donc je comprends, il y a 2 choses. Il y a des habits et des équipements que tu fais, qui sont pas affiliés à des clubs C'est ça. et des habits qui sont, faits, sur mesure pour des clubs, mais avec écrit Bartag dessus. Voilà, en fait, même non, c'est même pas forcément du sur mesure pour les clubs, c'est nos coupes à nous. Donc on a développé notre catalogue, par exemple le survêt, on a les shorts de MMA, on a des shorts de kickboxing, des t-shirts, des rash guards, voilà. Et ces produits-là, en fait, c'est nos produits à nous, mais au lieu de mettre que notre logo, on est capable de le personnaliser pour toi, enfin pour le club. Quand tu faisais la comparaison entre les produits de bonne qualité et les produits de qualité, moins bonne, c'est au niveau de la matière? C'est au niveau Matière, coupe, de l'endroit où c'est fait? pas forcément l'endroit, parce qu'une usine, elle a du potentiel, mais il faut vraiment bien la guider. Ça va être vraiment la vision que tu mets derrière. Aujourd'hui, le marché du MMA, surtout sur les tenues textiles et cetera, il reste encore assez amateur. Mon objectif, c'était ça, de venir redéfinir un petit peu les standards des équipements de MMA et de mettre une qualité qui devrait être normalement, la base. Beaucoup de marques qui font des t-shirts pas chers, tu vois le col, il est tout tordu, tu vois les coupes, elles sont un petit peu bizarres, la matière, elle bouloche au bout d'un lavage. Enfin voilà, on reste sur du bas de gamme. Moi, je voulais vraiment élever le niveau à ce niveau-là et pouvoir apporter de l'aide au club parce que les clubs, ils font un travail énorme, hein, en France, hein. Les gens, ils s'en rendent pas forcément compte, mais sur toutes les compétitions, aller le week-end, enfin les coachs et cetera, c'est un travail qui est monstrueux et je voulais à mon échelle pouvoir les aider dans leur communication et leur fournir des produits de réelle qualité, avec des bonnes coupes et cetera. Je reviens sur ce que tu as dit, tu parles beaucoup du MMA, Ouais. plus que de la boxe et des autres sports de combat. Pour le moment, on reste niché MMA. L'objectif, c'est d'être très bon dedans avant d'ouvrir. On veut pas trop se diluer sur plein de projets. On fait un petit peu, on a des produits qui sont très bons, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on développe plus aujourd'hui. On a des shorts de kickboxing, enfin Muay Thai. On va avoir, shorts de boxe aussi. On a, voilà, ce genre de produits. Mais le MMA, en plus, c'est le cœur pour moi. C'est vraiment, j'ai envie de pouvoir proposer des bons produits dessus et effectivement, je suis beaucoup plus, à l'heure actuelle, spécialisé dans le MMA et une fois qu'on aura bien fait le travail sur le MMA, on pourra s'ouvrir un peu plus, Mais quand on prend, un rash guard ou un short, qu'est-ce qui différencie, MMA de la boxe, par la exemple? coupe, les matières. Par exemple, si tu prends un short de MMA et que tu vas faire une compétition de pied-point, tu te feras recaler. Il te faut un short de D'accord. Muay Thai pour aller faire, une compétition de Muay Thai et c'est arrivé, hein, sur certaines compétitions, quelqu'un qui va avec un short de foot, il arrive, l'arbitre, il lui dit: «Non, tu vas te changer, tu peux pas aller combattre, quoi». Donc il faut faire attention aux compétitions, aux organisations, ils ont leurs règles aussi. Si tu prends par exemple sur le BJJ, il faut que la couleur de ta ceinture soit représentée sur ton rash guard à un certain pourcentage en fonction de la compétition.
faut pas qu'il y ait d'autres couleurs. Donc si t'es ceinture bleue, tu peux pas avoir du rouge sur ton rash guard. Enfin voilà, il y a des règles à respecter qui sont importantes. Donc toi, tu t'es plongé dans les règlements des fédérations pour Un comprendre. peu, ouais, un peu. Après, c'est quelque chose que j'avais au quotidien, toutes ces contraintes-là. Beaucoup sur l'aspect légal aussi. Tu prends les équipements de MMA. Enfin, tous les équipements, quasiment hormis Groundbox, ils sont certifiés par des laboratoires. Donc, il y a tout un processus derrière. Et il faut le faire bien. Parce que, pareil, encore une fois, dans le milieu, il y a beaucoup de choses un petit peu qui passent sous le manteau ou autre. Et moi, je veux vraiment venir une structure. Quelqu'un qui bosse avec nous, il sait que c'est carré et qu'il a un vrai soutien derrière. Il y a des choses sur lesquelles tu t'es fait retoquer sur les premiers produits ou t'avais À quel pas, niveau? par exemple, tu parlais de la couleur sur les rash guards. Non, nous c'est jamais arrivé. On prête beaucoup d'attention au développement du produit. On fait beaucoup de tests aussi avant de le mettre sur le marché. On prend pas un produit qu'on teste comme ça et qu'on balance. On essaie de faire des tests de résistance. C'est principalement les tests de résistance qui sont le plus importants parce que le sport est très, très demandeur C'est là-dessus. des percussions. Ouais, c'est même les contacts, les velcro, l'intensité, hein, parce que généralement quelqu'un qui s'entraîne en MMA, il va s'entraîner entre 3 et 5 fois par semaine. Donc en lavage, il va laver son produit tout le temps. Comme on a des produits qui sèchent vite, il pourrait le laver tous les jours sans problème, il sera sec au bout d'une heure. Donc il y a une grosse fréquence dessus et ce qui fait que voilà, nous on est assez carré là-dessus et on fait en sorte d'avoir des designs et des coupes qui sont adaptés au sport. Alors ça, c'est quelque chose sur la résistance. Je me suis beaucoup posé la question, c'est des gants de boxe, on va frapper dessus sur son adversaire ou sur des sacs à longueur de journée avec, Ouais. et ça peut tenir des années. Tout va dépendre de la fréquence, et du matériel, enfin, ouais, Je du m'entraîne gant pas que tu as assez, pris. c'est ça. Non, mais tout va dépendre, tout va dépendre. Si tu entretiens bien tes gants, ils vont durer super longtemps. Beaucoup de gens ne les entretiennent pas très, très bien. Ça veut dire, heu, quand tu sors de ta session, tu rentres chez toi, tu les sors du sac, tu les laisses aérer. Il y en a beaucoup qui le font pas. Ils remettent directement dans l'emballage plastique, ils laissent ça dans le sac. Donc si tu as un gant qui est en simili-cuir, il va finir par se déchirer. C'est obligatoire, l'humidité elle va rentrer dedans, ça va se décoller. Si tu as un gant en cuir, il va durer un peu plus longtemps, mais dans tous les cas, les mauvaises odeurs vont arriver très vite. Donc tout va dépendre si tu t'entraînes 5 fois par semaine, si tu t'entraînes 2 fois par semaine, si tu qu'une paire de gants ou si tu en as 2. Si tu fais une rotation, bah, tes gants, ils vont durer 3 ou 4 fois plus longtemps. Il faut les nettoyer, parce que moi je les nettoie avec une petite lingette à Ouais, un petit l'intérieur. chiffon humide. Après, à l'intérieur, il y a certaines marques qui font des sprays, antibactériens que tu peux mettre dedans après ta session et tu peux aussi mettre un petit sachet anti-humidité pour absorber l'humidité plus rapidement. Dans tous les cas, ton gant de boxe, si tu t'entraînes vraiment beaucoup, arrive un moment, la sueur va rentrer dedans et il aura des odeurs assez difficiles à faire partir. On a fait une petite parenthèse sur l'entretien Ouais. des gants de boxe. Je comprends que tu bosses beaucoup avec les clubs et tu as aussi noué des partenariats, notamment un avec la FMMAF, Ouais, là, c'est la fédération de MMA française, en c'est ça. France. Donc, qui est une fédération qui est née suite à la légalisation du MMA C'est ça. il y a quelques années. Tu peux nous raconter comment tu as obtenu ce partenariat et en quoi il consiste? Bah, en fait, à l'origine, je les ai contactés pour faire peut-être éventuellement un one shot. Je savais pas trop, ce qu'il y avait comme besoin et en discutant avec eux, en fait, bah, déjà, j'ai appris réellement ce qu'ils faisaient et je me suis dit que le travail qu'ils fournissent, c'est quand même assez démentiel, hein. Vraiment mettre en place des MMA League, enfin des compétitions 2, 3, 4 cages, retransmis sur YouTube, avec, l'organisation, les pesées, enfin, c'est vraiment un gros travail qui est fait dans l'ombre. Et du coup, ils ont en fait mis en place un système de grades un peu comme dans le jiu-jitsu brésilien, où tu passes ton grade pour pouvoir faire tes compétitions. Mmh. Et donc, tu passes ton grade vert. À partir du grade vert, tu peux commencer à faire de la compétition MMA League amateur, et cetera, avec ta prise de licence, bien sûr. Et donc l'idée, c'était pour moi de leur apporter une solution, textile de qualité qui permette de remettre un petit peu en avant tout ce qu'ils font, eux, sur leur côté, d'organisation et leur apporter une unité, graphique, enfin voilà, une identité pardon graphique qui permet de les reconnaître directement. Donc, mon objectif, voilà, c'était vraiment de pousser le travail du MMA français, sur le devant de la scène, à travers le textile. Il y a aussi l'UFC à Paris, avec qui Alors tu c'est pas l'UFC en direct, ouais, c'est avec la FMMF, donc du coup tous les arbitres de l'UFC Paris avaient aussi, le polo de la d'accord. FMMF, avec, Bartak. Mais sur les C'est compétitions, sur les soirées UFC à Paris, on voit du Bartak. c'est ça, tu vois dans les walkouts, quand l'athlète il sort ou dans la cage, hein, l'arbitre qui gère le combat, il a, le polo Bartak, FMMF, pour les officiels. Donc tu es rentré, OK, par la FM, ah c'est dur à dire. FMMF, FMMF, ouais.
Il y a également des organisations. Je pense, j'avais noté, la Duel Fighting. Ouais, on a fait Duel l'année dernière où pareil, il y avait une contrainte de textile et ils voulaient avoir une identité graphique un peu super-héros donc enfin pas super-héros mais plutôt armure, game. Voilà, ils sont très technologiques eux. Ils ont fait vraiment en place des petites avancées très sympathiques sur le domaine, de l'entertainment et du coup pareil, bah, on a mis un peu notre savoir-faire, on leur a créé une tenue qu'on reconnaît directement, qui est ultra visuelle et qui est ultra appréciée par les combattants qui passent par leur organisation. Et toi, là, par rapport à ce que tu faisais avant, tes inspirations, est-ce qu'elles ont évolué avec le temps? Hem, Bah, évoluer, oui, parce que je m'inspire beaucoup de plein de choses, hein, qui se passent dans le sport, pas dans le sport, dans l'actualité, dans le cinéma, enfin voilà, il y a plein de choses qui m'inspirent. Après, non, c'est pas quelque chose que je pourrais vraiment expliquer l'aspect créa, parce que ça se passe vraiment dans ma tête pour le coup. Ouais. Enfin, tu vois un peu un effet stroboscope, plein d'images qui passent dans ma tête, je dessine des lignes dans ma Ouais, tête, tu enfin un voilà, ça fait un carnet, tu peu dessines, tu ouais, même dans ma tête, quand je crée un produit, j'essaye plein de combinaisons dans ma tête avant de la retranscrire sur le graphisme. J'apporte énormément d'importance à tout ce qui est innovation. Innovation pour moi, c'est ultra important. On a créé, là récemment le gant de MMA. On a créé un gant multicouche avec vraiment une coupe qui est ultra adaptée pour les combats amateurs. On a rajouté 1 centimètre pour venir protéger en cas de crochet un peu ouvert. On a mis du cuir à l'intérieur pour éviter la transpiration. On a vraiment travaillé sur un gant, en cuir premium avec un petit sac en mèche, donc le mèche, c'est un tissu qui est aéré avec des trous pour, le côté respiration parce qu'on sait très bien que l'athlète professionnel notamment, une fois qu'il a fini son entraînement, il aime bien le remettre dans l'emballage. Bah, là, c'est un emballage aéré donc déjà ça va éviter le fait qu'il y ait les bactéries qui se développent trop vite et ça va permettre de faire sécher plus vite. On a aussi sorti un short qui s'appelle le Aeromax, qui est un short à fente intégrale croisée. Il a une coupe unique, ce qui fait que quand tu tiens debout, tu as l'impression d'avoir un short normal. Par contre, dès que tu te mets en position de combat, il vient s'ouvrir, ce qui fait qu'il t'apporte une mobilité à 100. Il a vraiment la bonne longueur idéale pour pas marcher dessus quand tu es en transition. Ceinture élastiquée pour, pas avoir de velcro qui vienne te rentrer dans le ventre quand tu t'entraînes et une durabilité, énorme pour le choix des matériaux qu'on a fait dessus. et toutes ces innovations, ça vient d'observations terrain qui te sont remontées? Ouais, Ou surtout moi, j'observe beaucoup le comportement. Le combattant professionnel, il a ses contraintes, mais il est tellement focus dans son objectif qu'il prête pas trop attention. Dans tous les cas, il avance en fait. C'est des fonceurs eux et donc moi, j'essaie voilà de regarder un peu les combats, les positions, la tension sur le produit. Par exemple, sur ce short Aeromax, on a mis la fente très légèrement en avant parce que quand tu lèves la jambe, généralement les shorts de combat, ils ont une fente sur le mmh côté direct. Bah, nous, on l'a mis un petit peu devant parce que quand tu lèves la jambe, tu montes vers l'avant. Donc il faut que ton short, il s'ouvre plus devant que sur le côté et donc toutes ces petites innovations, c'est vraiment en regardant les combattants et voilà, on regarde les sessions d'entraînement, que ce soit du loisir, du professionnel, de l'UFC. On essaie de regarder un peu les contraintes pour voir qu'est-ce qu'on pourra améliorer sur les produits. et toi, ta cible, c'est plutôt le combattant loisir ou le pro? Heu, Tous, en fait, globalement, l'idée, c'est de faire des produits qui tiennent aux pros. S'ils tiennent aux pros, ils tiendront pour tout le monde parce qu'ils ont une intensité tellement folle dessus. Par contre, l'image pour moi, oui, enfin, c'est de faire plaisir au loisir. C'est d'avoir une marque sur laquelle ils peuvent s'appuyer et se sentir bien avec, sans avoir tous les clichés qui sont, associés au MMA. Parce que c'est vrai que quand on s'entraîne, des heures et des heures, qu'on sue, on a envie d'avoir des fringues stylées, en Bah, c'est fait. ça, tu veux te faire plaisir, tu as vraiment envie enfin, c'est une passion avant tout, hein, les sports de combat. Faut surtout si tu fais avec de l'impact, parce qu'il y a pas mal de disciplines, on va dire, sur le côté où tu vas faire du sac de frappe un peu plus orienté fitness. Mais si tu fais de l'impact, tu es obligé d'aimer ça. Tu peux pas ne pas avoir de passion et faire du MMA, c'est pas possible. D'autant plus qu'une bonne paire de gants, c'est pas 10 € ou 20 €. Enfin, on est sur des tarifs qui sont, quand même Oui, plus oui, plus importants, oui, plutôt si. entre 50 et 150. C'est ça, ouais, enfin, tout va dépendre si c'est du gant de boxe, du gant de MMA, gant de MMA sparring, enfin voilà, il y a plein de variations. Mais oui, il faut que tu investisses un minimum dans ton matériel. En fait, pour moi, le gant de boxe ou le gant de MMA, enfin l'équipement en soi, c'est un peu comme une chaussure de running. Si tu prends une chaussure de running à 10 €, tu vas aller courir une fois, tu auras mal au genou, tu vas pas te sentir bien, tu auras pas envie de courir. Achète une paire à 150 €, tu vas voir que tes sensations de course, elles sont carrément différentes et tu auras envie de les remettre le lendemain pour aller t'entraîner.
le matériel, il est important pour ta motivation, pour ta durabilité aussi toi en tant qu'athlète, pour aller t'entraîner plus souvent. Si à chaque fois que tu y vas, tu as des mauvaises sensations, tu te sens pas bien, tu as mal aux épaules, tu as mal au coude, tu te dis: «Ouais, le MMA, c'est pas fait pour moi», alors que ça se trouve, c'est juste tu pas choisi le bon équipement. Ouais, c'est ton équipement, un peu phare, c'est tes gants de boxe, quoi. Enfin, moi, ils sont là, Sur le Ouais, tu plaisir à les mettre, à les c'est regarder, ça, à prendre c'est en photo avec éventuellement. faut que ce soit un bel objet, enfin, quand je dis objet, un bel équipement, hein, donc il faut vraiment que ça t'apporte quelque chose, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue plaisir. Il faut se faire plaisir. Si tu te fais pas plaisir dans le sport, tu tiens pas à la durée. Toi, tu fais du textile et des équipements, plutôt focalisé textile pour l'instant, j'ai l'impression. Parce que comme je t'ai dit, le problème de l'équipement, notamment en Europe, c'est pas un problème, c'est une contrainte, on va dire. Il y a des normes qui se passent autour de ça et donc nous, c'est important de les respecter, donc forcément, ça demande plus de cash, ça demande plus de temps Bien d'un point sûr. de vue investissement et donc c'est quelque chose qui peut pas se développer comme un t-shirt ou un rash guard plus rapidement, qui peut se mettre sur le marché plus facilement. Donc c'est pour ça, mais l'équipement, c'est quelque chose qu'on développe, de plus en plus. Là, le gant MMA, c'était la première pierre, pour un équipement haut de gamme. On va travailler sur des protèges tibias en ce moment aussi, plutôt orientés amateur pour la compétition amateur, mais qui permettra de t'entraîner léger sur certains aspects. On va travailler sur, un nouveau gant de boxe aussi, avec une nouvelle techno qui sera vraiment sympa. Bon, je peux pas en dire plus, mais qui sera vraiment cool et voilà, on travaille sur des nouveaux objets, enfin des nouveaux équipements pour le combattant et pour, qu'il soit loisir ou profession. Dans tous les cas, il appréciera le produit. Sur le textile, donc tu fais, des t-shirts, des shorts. C'est quoi ce qui marche le mieux? C'est un enfin, pour quel tu vends le Tout va plus? dépendre. Nous, l'équipement, c'est quelque chose qui prend fort parce que les gens investissent plus facilement sur de l'équipement que le t-shirt. Généralement, dans les MMA, tu as quand même aussi cette contrainte de se dire: «Bah, à chaque fois que j'ai acheté un rash guard, le truc s'est défoncé au bout de 3 mois parce que voilà, avec les lavages, c'était pas la bonne qualité». Donc nous, maintenant qu'ils savent qu'on est là, ils commencent à apprécier ces produits, la durabilité. Mais ça dépend en fait de la marque, ça dépend du positionnement. Il y a des marques qui sont très, très fortes dans l'équipement, très, très mauvaises dans le textile et d'autres, c'est l'inverse, qui sont très, très fortes dans le textile. Enfin, tout va dépendre de l'image de marque. Nous, c'est assez réparti. Ouais, tu as On a autant de shorts que de t-shirts. Voilà, on a les rash guards, c'est ce qui plaît le plus, mais ouais, c'est assez réparti, sur les produits. Donc le rash guard, c'est, un t-shirt de compression. C'est ça, ouais. En Donc fait, c'est un terme technique propre au MMA et sports de combat. Le rash guard, c'est le t-shirt de compression et on a aussi un autre qui s'appelle le spats, qui est en fait un legging, de compression aussi pour hommes et ça, c'est des termes que tu retrouves dans le BJJ, juste pour qu'on Brazilian. comprenne bien, un rash guard, c'est un t-shirt qui est très serré Près du corps, très, très près du corps. pour pas qu'on puisse vous l'attraper. Voilà, Vous empoignez le col. c'est OK. ça. En fait, normalement, un rash guard, c'est censé être ultra compression parce que le but, c'est que ça dépasse pas et que tu pas de prise. Après, le marché et les pratiquants n'aiment pas trop cet aspect pure compression. Donc nous, on l'a un petit peu élargi pour leur apporter une coupe qui est un peu plus adaptée à leur discipline, quoi. Je comprends. Toi, tu vends, sur ton site, tu as tes partenariats. Pour une marque de textile, par exemple, aller sur, Amazon, c'est quelque chose, que tu réfléchis? C'est trop tôt pour l'instant? Alors c'est trop Ça prend trop de tôt. marge? Non, c'est même pas forcément une question de marge, c'est une question de temps. On a des ressources, nous, quand même, qui sont assez limitées. Faut voir quelles sont les plus-values aussi d'un nouveau marché. Enfin, voilà, quand tu te mets sur un revendeur, qu'est-ce qu'il t'apporte? Aujourd'hui, nous, on ouvre beaucoup les portes au B2B avec des magasins physiques. Ça permet de faire découvrir la marque et de leur apporter du renouveau aussi, parce qu'ils tournent beaucoup avec les mêmes marques, hein, depuis des années. Et donc, on a commencé à ouvrir des boutiques, enfin pas nous en physique, hein, mais des revendeurs. Et ouais, on diffuse la marque un petit peu comme ça. Quand Et tu disais que donc tu as des magasins en physique? Ouais, on a quelques magasins en physique qui s'ouvrent, donc c'est quelque chose d'assez récent. On a ouvert les portes du B2B il y a pas très longtemps. Mais là, on a de plus en plus de magasins qui intègrent les produits à leur catalogue et qui ont des bons retours sur place, hein. C'est des magasins indépendants ou ça peut être un Decathlon, par Non, exemple? pour le moment, c'est du pro shop, on appelle. Donc c'est des magasins spécialisés dans les sports de combat. Ils sont indépendants, généralement. Et puis après, bah, une fois plus tard, tout est possible, hein. Il y a pas pas de limite. C'est intéressant parce qu'on a vu beaucoup de marques d'habits aller uniquement sur, du digital. Ce
qu'on appelait les DNVB. Je sais Mmh pas mh. si digital Ouais. native, je sais plus la suite. Et là, au contraire, toi, tu dis: «Moi, j'ai envie d'aller en physique». Ouais, je préfère moi le contact du client direct. Tu as les meilleurs retours, tu as enfin, pour moi, je mets beaucoup de valeur au retour des clients. Un mauvais retour, ça m'empêche de dormir, dans le sens où faut que je comprenne. Par chance, ça nous est jamais arrivé, enfin par chance, par travail aussi. Hem, mais c'est ultra important pour moi d'être au contact des gens, en fait. Les produits, ils ont besoin enfin voilà, une matière sur internet, ça parle pas. Le visuel va parler. Donc, on a des gammes, par exemple, une gamme Japon qui marche très, très bien chez nous avec un design de démo Oni. Ça va attirer l'œil et ça va leur permettre, voilà, de passer peut-être cette première étape. Mais en magasin, ils vont découvrir réellement le potentiel du produit et là, ils sont, enfin, il y a quelque chose qui se passe en eux. Donc oui, pour moi, c'est important d'ouvrir aussi sur des pro shops, de mettre, des produits, là où il faut qu'ils soient et au contact des vrais pratiquants qui peuvent te faire les vrais retours. Et ces boutiques, elles sont en Île-de-France? Tu en as Un peu partout, un il y peu en a à partout? Montpellier, il y en a vers, Bordeaux, enfin voilà, on a un petit peu partout, c'est encore assez récent, on n'a pas ouvert 1 million de shops, hein, mais on ouvre petit à petit et puis on va aussi ouvrir sur l'Europe. Donc on va commencer à diffuser au maximum, les produits. Comme nous, on a une très, très bonne qualité et que nos coupes, elles sont, ultra adaptables, ce qui fait qu'on a quasiment pas de retour, en fait. Aujourd'hui, on a un taux de retour qui est quasi nul. Ça doit être 2-3 produits par an maximum. Nos shorts, ils s'adaptent tellement bien que même si tu fais ton cutting et que tu as perdu, 5-10 kilogrammes, bah, ton short, il va quand même t'aller, en fait. Hem, Moi, aujourd'hui, je mets du L, mais je peux très bien enfiler un S et aller combattre et c'est sur un short, notamment Aero Max qui est ouvert, il va juste s'ouvrir un peu plus, naturellement, mais tu vas pouvoir quand même tourner avec. Donc ça permet, bah, déjà de faciliter aussi sur ta gestion de stock. Il te reste ton M, bon le S, il peut potentiellement passer et ça te permet d'avoir des produits, voilà, qui se diffusent assez bien, sur le marché, quoi. On arrive bientôt à la fin de cet épisode, mais tu ouvres un sujet sur la logistique. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on voit pas du tout côté, consommateur Mmh. quand on est, acheteur. Mais derrière toi, tu as des stocks. Ouais, Le stock, il coûte de l'argent parce qu'il faut le financer avant qu'il soit vendu. c'est ça. Toi, tu as quoi? Tu as une espèce d'entrepôt où tu Oui, oui, on récup a nos locaux, nos bureaux, donc sur lesquels j'entrepose les produits. Après, le but, c'est d'être malin dans les achats, de pas acheter trop, pas acheter pas assez non plus, d'ouvrir aussi ce réseau-là pour pouvoir diffuser les produits en amont avant qu'ils arrivent, et pouvoir nous, notre force, c'est qu'on a des capacités à faire des très petites productions. On n'est pas obligé d'acheter 10 000 pièces, d'un coup et de faire un gros stock. On peut faire au fur et à mesure et on développe sur cet aspect-là, créer plus de collections, plus de rotation. Donc ouais, on a nos entrepôts sur lesquels on peut faire ça. Enfin, on a nos produits, on expédie nous-mêmes et on gère la logistique nous-mêmes pour le moment. super. Ah Franck, merci beaucoup. Bah, avec grand plaisir. On voit que comment tu as pu capitaliser sur, 10 ans d'expérience chez un grand nom du secteur pour toi te lancer, voir un petit peu comment tu as pivoté, puisqu'au début c'était plutôt, une agence, ensuite tu as pivoté vers, une marque propre. C'est ça, on a les 2. Du coup, on conserve un petit peu les 2, mais ouais, on a enfin ça, c'est vraiment l'entrepreneuriat, hein. Tu testes un truc, puis au final, tu as une opportunité qui arrive, tu la saisis, tu montes l'offre, tu as des bons retours et voilà. Et là tu tu mets plus d'énergie sur ta marque propre Oui, ou su oui, oui, oui. L'agence, c'est vraiment du bouche à oreille, du contact, ce genre de choses. J'aide, voilà, certaines marques de cœur ou autres à se développer. Mais oui, c'est plutôt la ce qui me fait vivre, c'est vraiment le retour client. Quand un client me dit, «Le produit il est sensationnel, j'ai jamais vu ça», c'est ce qui te motive à continuer, quoi. C'est vraiment une sensation que j'avais pas avant et qui est exceptionnelle. parce que j'imagine que si tu fais de la marque blanche, tu peux faire le meilleur produit, mais si personne sait que c'est toi qui l'as fait. Ouais, alors encore, j'ai pas forcément besoin de ce crédit, Ouais. mais c'est important enfin, c'est surtout cool de se dire: «Là, j'ai aidé quelqu'un à progresser». Ne serait-ce que les clubs, quand on personnalise, ils améliorent leur image, donc ils ont plus d'adhérents qui viennent et donc en fait, c'est un cercle vertueux et ça fait enfin, c'est vraiment un truc motivant, quoi. Et est-ce que là, tu commences à quand tu vas dans des clubs un peu à l'improviste, à avoir des gens en bartac? Ouais, ouais, on commence à avoir beaucoup de Ça, c'est Bartak, sympa. on est de plus en plus réputé. Donc là, la marque, elle a un peu moins de 2 ans, mais on a déjà appris pas mal de choses, hein, parce qu'on a enfin, on a équipé la Hatch Academy, on a la Old School Academy, Fighting AC, on travaille avec Daniel Voirin, on a Muscadian, enfin voilà, on a beaucoup de clubs à droite à gauche
sur lequel on développe les produits. Et donc, on commence avec la FMMF notamment aussi, avoir pas mal de produits, pas mal de bartac, un peu à droite à gauche. Et t'en vois sur beaucoup de podiums aussi pendant les compétitions, ça fait plaisir. Et tu sais comment les clients te découvrent? C'est grâce à ces partenariats? C'est grâce à Instagram? Beaucoup, oui. Forcément, quand tu équipes les clubs, tu équipes leurs adhérents. Donc ils te connaissent par rapport à ça. Il y a Instagram, tu as le bouche à oreille, tu as l'organique en soi qui se fait. Et pour les clubs notamment, ils se connaissent un peu tous entre eux et donc quand ils vont dans le club, ils se disent: «Ah, elles sont sympas tes tenues, tu as fait ça où?» Du coup, ils donnent le contact et puis après on essaie de les aider. La force qu'on a, c'est qu'on est capable de créer des identités uniques et donc chaque club, on leur crée vraiment leur identité. C'est pas juste on prend le logo, on le colle sur un produit et zou. C'est on te crée une identité, ce qui fait que la Hatch, elle ressemble pas à la old school elle ressemble pas au KTP, le KTP ressemble enfin voilà. Chaque club a son identité unique et avance grâce à ça et c'est assez cool de voir ça, quoi. Oui, il y a un effet, adhésion, c'est comme quand tu Appartenance, ouais. es, dans une école, tu as ton suite de ton école, Voilà, voilà, et vous louez exactement. sur le campus. Si tu mets tellement d'efforts, les coachs, enfin, c'est des familles, hein, c'est plein de familles un peu partout, de l'organisation. Ils organisent des événements, ils se font des petits interclubs, ils se font c'est un gros travail, hein, qu'ils se font au quotidien. Il faut le faire, hein, pour aller sur les compétitions. Ceux qui font en plus le professionnel, pour aller dans les hôtels, les compétitions à l'étranger, faire tourner, monter des athlètes, c'est très, très compliqué et c'est pour ça qu'on est content de pouvoir aider ces clubs dans leur image quand ils se déplacent, de dire: «Bah, voilà, c'est tel club qui arrive en équipe», Et il a le plus voilà. beau, t-shirt. Ouais, c'est ça, exactement ça. Merci beaucoup Franck. Merci à toi. Allez, bonne journée et Ad puis, longue vie à Bartha. Merci à toi. Ciao. Merci à toi pour ton écoute, j'espère que ça t'a plu. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles à ce podcast, à le partager avec un ami, un collègue ou quelqu'un de ta famille. Et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.